Bonjour à tous, nous voilà dans un nouveau concept avec Cyril Dumoulin qui est en ma compagnie, un grand joueur qui a joué au niveau professionnel. Bonjour Cyril. Bonjour et merci de m'accueillir et d'inaugurer ce concept avec moi. C'est un grand plaisir. Plaisir partagé, comme tu me l'as dit. Tu as eu énormément d'expérience, que ce soit du coup au niveau handball, extra handball. Est-ce que tu peux revenir sur tes débuts au handball? Des débuts presque un peu particuliers, j'ai envie de te dire, et c'est ce que je répète souvent aux stagiaires, parce que j'ai commencé assez tard. J'ai commencé par le foot, on fait tous des erreurs. Et après, voilà, j'ai goûté au handball en UNSS au collège, peut-être comme beaucoup de ceux qui te suivent. Et c'est là où vraiment, voilà, j'étais pris par ce virus-là au point de switcher très rapidement, d'arrêter le foot au bout de quelques mois pour l'année suivante partir sur le hand à Bourgoin-Jallieu, mon premier club dans l'Isère. Et de là, après, ça s'est assez vite enchaîné, mais parfois sur des coups du destin, comme cette fameuse rentrée en sport-études qui s'est jouée voilà, par un de mes coachs à Bourgoin qui m'a fait un pari. Ça me semblait tellement lunaire pour moi d'envisager la sport-études. Un pari, il m'a lancé le défi, j'ai fait dans le Tréopole, je croyais pas une seconde, et finalement, j'ai mis un pied dans la machine, et après, tout s'est enchaîné, centre de formation à Chambéry, et premier contrat professionnel là-bas. Ça marche en parlant du coup professionnel ou quand tu étais au centre de formation. Est-ce que tu te souviens de ton premier arrêt en professionnel? Oui, oh oui, très bien, c'était à Nîmes, il restait quelques minutes de jeu, j'étais avec le groupe professionnel pour la première fois. Je prends 3 tirs sur les quelques minutes qui restent, je fais un arrêt. De mémoire, c'est sur Yann Balmossière, les droits de Nîmes, si je ne me trompe pas. Donc ouais, un souvenir qui est resté gravé. Et puis le coach qui à l'époque était Philippe Gardin qui me dit juste après en espérant que celui-là en appelle d'autres. Et Et du coup, tu as vachement évolué parce que tu es parti du coup d'un groupe, on va dire, plutôt un parcours normal, où tu es allé dans le centre de formation, tu es allé à Chambéry, puis après il me semble que tu es allé à Toulouse, où là tu étais du coup en contrat professionnel. ouais, alors j'ai eu la chance de vivre à Chambéry une bonne partie des étapes de formation, du suivi, où j'ai fait en effet la sport-études, puis le centre de formation, le premier contrat pro, etc. là-bas. J'ai vécu au total, alors j'ai commencé très jeune là-bas, mais j'ai passé 14 années finalement à Chambéry, donc un long passage où même par moments je m'imaginais difficilement aller ailleurs. Et puis un concours de circonstances et l'effet d'une carrière m'ont amené à changer de club, à sortir de mon cocon, comme on dit, et de découvrir le monde professionnel, mais sous un autre regard. C'était comme une nouveauté, presque une renaissance quelque part, parce que je n'étais pas issu du club, je n'étais pas l'enfant du club, etc. J'étais vraiment purement un professionnel et rien d'autre. Une expérience qui a été un petit peu difficile, parce que je pense que j'ai mal abordé aussi. Et après, voilà, c'est suivi d'autres expériences que je pense dans mon parcours, tu mentionneras, parce qu'elles m'ont marqué. Mais voilà, j'ai passé 2 ans à Toulouse où j'ai découvert peut-être un peu plus qu'à Chambéry ce qu'était véritablement le monde professionnel. Du coup, après, tu as rejoint le HBC Nantes où tu as changé de dimension, on va dire, avec l'équipe de France et avec le HBC Nantes où vous êtes allé, vous avez fait des beaux parcours européens. Comment tu as déjà pressenti, comment tu t'es dit à un moment que tu pouvais potentiellement être pris en équipe de France? C'est un objectif que tu te donnes, mais auquel tu ne crois pas forcément toujours, parce que tu as plein d'obstacles, et peut-être même surtout encore plus au début, ça te semble trop loin. Mais en fait, c'est par petites pierres que c'est construit. Et c'est vrai qu'au H, j'ai vécu 5 années assez extraordinaires. Comme on dit souvent, je considère ça un peu comme mon prime. Mais pas seulement sur la performance, c'est là où je me suis régalé, parce qu'on avait un groupe incroyable sur ces années-là. C'est le début du grand H qu'on connaît aujourd'hui. C'était la première saison en Ligue des Champions, c'est la première qualification en Ligue des Champions. Et en 3 ans, on est arrivé jusqu'à une finale de Ligue des Champions. Donc l'évolution a été très rapide avec un groupe qui était peut-être sur le papier en dessous de ce qu'on a pu rencontrer, mais on a montré pendant ces années-là qu'un groupe de potes investis, mais qui savaient s'amuser, mais qui savaient travailler, pouvait être extrêmement performant au point de renverser les plus grands et de vivre voilà, une aventure assez extraordinaire. Et j'ai encore énormément de souvenirs là-bas. Et forcément que la couleur violette aura toujours un, un- un ton particulier pour moi. Ça marche. J'imagine que du coup, tu as encore un attachement avec Nantes au Oui. vu de ce que tu as créé du coup dans l'extra handball. On y reviendra dans quelques minutes. Mais moi, je me rappelle, parce que du coup, j'étais fan du HBC Nantes. C'était assez incroyable de voir cette ferveur qui montait et qui fait d'aujourd'hui
le grand HBC Nantes qu'on connaît et qui a débuté dans ces années-là où tu y étais. Donc, tu as fortement contribué aussi, notamment, j'ai encore en mémoire la demi-finale de Ligue des Champions à la télé. Je m'en souviendrai toujours de là où c'était, là où Ouais. j'étais à ce moment-là. Et c'est... On voit qu'il y a encore des émotions, j'ai Ouais, rien non, y penser, j'ai... mais c'est partagé parce que c'était forcément un très grand moment. Il y a forcément ce match contre Paris, même cet arrêt fameux contre Hansen qu'on revoit, qu'on voit régulièrement sur les réseaux qui ressortent. C'était une histoire de dingue, c'était une aventure de fou, et c'est quelque chose qui a lié les différents acteurs pour un moment. C'est-à-dire que ce soit Thierry, que ce soit Gourbi, les autres joueurs, tous, quand on se retrouve, on- il y a une espèce de petite étoile, un truc qui nous lie, et qui nous liera certainement à jamais, qui revient, parce qu'on a tout donné, on s'est lessivé sur chacun de ces matchs-là, on a renversé des montagnes, et on a vécu quelque chose de très très fort. Et en même temps, alors, on a participé sur le terrain, mais on n'a pas tout fait évidemment, mais on a participé voilà, à construire à notre manière le grand H, parce qu'aujourd'hui le H est clairement l'un des plus grands clubs déjà de France, c'est sûr, mais même d'Europe. On n'a pas été les seuls parce qu'il y a eu un énorme travail, comme on dit en back-office, que ce soit du président ou de tout le bureau, qui a construit une vraie machine. Parce qu'aujourd'hui, c'est une machine de guerre, c'est impressionnant. J'étais encore il y a quelques jours au match de Nantes-Tremblay, et en pleine vacances scolaires, 2 matchs dans la semaine, et pourtant tu as ces 1000 personnes qui sont là, et avec une ambiance, avec quelque chose. Voilà, il y a une identité H qui s'est construite, qui est solide, et ça reste une vraie fierté de voir ça aujourd'hui et de se dire qu'on y a contribué. Ça marche. Et du coup, ce Final Four que vous avez vécu tous ensemble, est-ce que c'est ton meilleur souvenir handballistique ou est-ce que c'est une petite partie de ce week-end qui t'a marqué? Euh, le week-end en entier, et même l'aventure en Ligue des Champions, m'a marqué. Je pense que c'est l'un de mes meilleurs souvenirs en club, clairement. Ce sont des souvenirs impérissables. Clairement, ils ne sont pas parfaits parce qu'il n'y a pas eu la victoire après, et que c'est Montpellier qui a remporté le titre. L'histoire aurait été encore plus belle, mais il n'y a pas de regret parce qu'on a donné tout ce qu'on avait à donner. Et c'est peut-être ça aussi qui nourrit ce souvenir et l'intensité de ce souvenir-là. Le fait de n'avoir aucun regret, d'avoir donné tout ce qu'on pouvait, euh, et d'avoir pas tout pris, parce qu'on a échoué en finale, mais d'avoir vécu sincèrement une aventure incroyable, dans une ambiance incroyable, dans une salle incroyable. C'était une vraie dinguerie. Ouais. Et en parallèle de ça, du coup, tu avais le HBC Nantes et aussi l'équipe de France au moment où tu étais encore au HBC Nantes. Est-ce que tu peux nous raconter, parce que tu as déjà été champion du monde, tu as déjà terminé troisième des championnats du monde, est-ce que tu peux nous raconter si ça aussi c'est des bons souvenirs et dans quelle dimension tu rentres à ce moment-là quand tu rentres dans l'équipe de France et tu te rends compte que tu peux et que tu vas gagner un championnat du monde? C'est très difficile à décrire parce que c'est très différent de ce que tu vis en club. Sur les souvenirs impérissables, il y en a un en particulier. Alors, il y a bien sûr la première sélection en équipe de France, et bien sûr ces titres-là. Mais il y a une histoire à l'intérieur qui me touche particulièrement, et je la raconte souvent, c'est cette histoire avec Guillaume Joly, donc autre joueur issu de la région lyonnaise, ailier droit et spécialiste des pénaltys, qu'en fait j'ai connu depuis que j'avais l'âge de 14 ans à peu près en sélection Ligue, avec ce petit rêve souvent que tu as avec les potes en disant un jour on sera en équipe de France ensemble, un jour on sera champion du monde ensemble. Et on l'a fait, et il y a un souvenir qui me revient toujours, c'est juste après avoir été champion d'Europe, 2014. On est tous les deux sur le podium après la cérémonie. Donc il y a vraiment ce souvenir particulier avec Guillaume Joly qui reste vraiment ancré, où on est sur ce podium. Après s'être connus voilà, tout jeune ensemble, et d'avoir tout traversé jusqu'au titre européen, puis au titre mondial. Mais après, il y a des choses très particulières, et comme je disais, très différentes en équipe de France. C'est pas du tout le même système. En club, tu as un coach qui a son équipe pour la saison et qui doit composer avec cette équipe-là. Donc il va te mettre la pression parce qu'il a besoin d'obtenir le meilleur de toi-même. J'ai toujours eu ce sentiment qu'en équipe de France, c'est assez différent. Parce que même si en effet le coach part sur une compétition avec son groupe, pour constituer son groupe, il a beaucoup plus de liberté. Il a alors peut-être pas 500 000 ou 700 000 licenciés à sa disposition, même si logiquement oui, mais voilà, il a la possibilité, si t'es pas bon, toi, de te remplacer tout de suite. Donc en fait, là où en club on va te mettre la pression, en sélection, c'est à toi de te mettre la pression et de le gérer. Et c'est en ça où des fois tu vois des joueurs extraordinaires en club qui ne sont pas bons en sélection, ou des joueurs qui sont corrects en club et qui deviennent très bons en sélection. Donc il y a des différences là. Et quand j'ai commencé à mettre le pied en équipe de France, j'ai vite compris. On arrivait avec des statuts, c'était là Onesta avec son management très particulier mais tellement efficace, et où tu savais quel était ton rôle. On t'arrive en équipe de France, on te dit pas ouais, ben, l'objectif c'est dans 3 mois tu
tu prends la place du titulaire. Aujourd'hui, c'est peut-être un peu plus comme ça. Et en fait, tu avais une responsabilité qui était claire. Tu allais jouer 5-10 minutes, il fallait que tu tiennes le niveau de jeu pendant ce temps-là, le temps que le titulaire, celui qui avait la charge du résultat, fasse son taf et récupère pendant ces 5-10 minutes-là. Il ne fallait pas que ça s'écroule quand toi tu rentrais. Et puis 5, 10, 15, 20, tu montes un peu et petit à petit tu prenais. Et c'est ce qui a permis à l'équipe de France d'avoir une telle longévité. Et c'est vrai que c'est marrant de voir cet ancrage et cette manière de gérer qui est très différente du club et qui du coup te prépare naturellement à vivre ces plus grands moments. Et que tu n'as pas l'impression d'être un nouveau-né qu'on jette sur le terrain au phare en demi-finale ou en quart de finale d'une Coupe du Monde ou quoi que ce soit. Tu es dans l'effectif depuis un moment, tu connais tout le monde, tu connais le fonctionnement. Et du coup, ça devient assez naturel. Ça peut parfois même enlever un petit peu de magie, je ne sais pas. Mais et encore pas tant que ça, parce que je me souviens très bien de ces moments où ça siffle, où tu sais que c'est fait. Je me souviens toujours dernier en finale de l'Euro où 20 000 Danois éteints. Parce qu'on mène de 10 buts à quelques minutes de la fin. Voilà, c'est des moments, les podiums dans le vestiaire quand tu exploses complètement de joie avec les potes et tout ça. Le bus, etc. Tu retournes tout, tu arrives à l'hôtel, tu es quasi incontrôlable et c'est des moments uniques. Et voilà, je pense que ça se voit sur mon visage. Non, mais oui, carrément, je comprends enfin cet engouement, on va dire, à propos de ça, parce que je pense que c'est le rêve de tout licencié au handball quand on est jeune d'atteindre ces niveaux-là, et en plus d'avoir des titres qui ne sont pas forcément acquis actuellement, mais que toi, tu as pu acquérir. Ça fait que tu as quelque chose un peu d'hors norme et tu as participé à cette équipe de France qui est maintenant enfin, l'une des bêtes noires de tout le monde et qui est sur le toit du monde avec ses plusieurs titres de champion du monde. Et puis malheureusement après tu as eu au Mondial 2019 on va dire une terrible blessure qu'on a pu voir à la télé, c'était assez choquant. Est-ce que tu peux nous raconter ce qui s'est passé et comment toi tu as switché on va dire dans ta tête peut-être après cette blessure, comment tu t'es senti mentalement aussi? Bah, ça a été un moment forcément marquant et particulier parce que c'est la première fois où j'ai connu une vraie blessure importante, qui plus est en match. Donc c'est en pleine action, je pense, je ne sais plus exactement, mais je pense qu'on était entre la 15e et la 20e. Donc le match venait de commencer contre l'Allemagne pour ce match de la médaille de bronze. Et la compétition était en Allemagne, donc tu jouais l'Allemagne face chez eux. Et sur un simple tir, une position, c'est Paul Drux qui se présente sur un intervalle et qui passe. Moi, je fais un saut où j'essaie de lui gicler dessus, de lui exploser à la gueule, comme on dit. Mais lui, il fonce droit sur moi, donc j'essaye au moment de ma réception de m'éviter. Et voilà, par le hasard, on va dire, ou le pas de chance, son pied bloque le mien, ce qui fait que c'est le genou qui prend toute la rotation. Et là, les gamins n'ont pas aimé. Effondrement direct, et tout de suite, le médecin à peine rentre, je lui dis mais c'est bon, le genou il a sauté, j'ai tout senti. Et sur le coup, ça a été très compliqué parce que ça faisait des années que j'étais en équipe de France, que je travaillais pour m'implanter, pour rester et durer dans cette équipe de France-là. Ça faisait 10 ans que j'y étais. Tu as vraiment ce sentiment que d'un coup tout s'arrête. Et j'ai eu une première phase où et je m'en suis servi dans ma rééducation avec l'unique volonté d'y retourner. Malheureusement, après, j'ai vu que même une fois que j'avais retrouvé tout récupéré, que même si certains m'avaient prédit qu'à cet âge-là, on ne pouvait pas revenir au plus haut niveau, c'était compliqué de complètement récupérer de cette blessure-là. J'avais fait, j'ai retrouvé le haut niveau, j'ai retrouvé avec les champions de ça. Malheureusement, j'ai jamais eu la chance d'être rappelé, ne serait-ce que pour montrer que j'étais toujours capable. Et c'est vrai c'est pas de l'amertume, mais c'est même pas un regret, mais ouais, des fois tu dis que c'est un peu dommage que ce soit terminé comme ça. Mais après, ça fait partie de l'histoire, un peu comme un pansement. Des fois, c'est bien qu'ils soient enlevés d'un coup et que ça se termine sans même que tu t'en rendes compte. Carrément. Enfin, puis surtout, ta blessure sur Paul Drux, on va dire que c'est pas le joueur le plus fin. Voilà, voilà, il est arrivé plein de faire sur moi et j'ai préféré l'éviter bizarrement, on comprend pas, mais voilà, il Mais était oui, solide le garçon. Ouais. mais oui, vous verrez, je vous mettrai en image sur la vidéo Paul Drux et vous comprendrez, Ouais, c'est une l'image belle bête. Ouais. qu'a pu voir Cyril, j'imagine. Et puis du coup, après, tu es allé à Tremblay, 2 ans après ta blessure, donc après une certaine rééducation, comme tu l'as dit. Comment ça s'est passé à Tremblay? Et tu as terminé aussi ta carrière la saison dernière. Comment ça s'est passé cette fin de carrière, on va dire? C'était une belle aventure Tremblay parce que justement après être revenu des croisés, il y a Émile Nissen,
je pense que pas mal de monde connaît, qui avait débarqué à Nantes et qui prenait beaucoup de place. Et j'avais un coach qui lui faisait, je peux facilement le comprendre, entièrement confiance, mais qui du coup avait du mal à gérer 2 gardiens de haut niveau, parce que je considère que j'étais tout à fait haut niveau. Et s'est posé la question de m'arrêter à ce moment-là. Sincèrement, en plus, ma mère venait de décéder des suites du Covid, etc. Donc voilà, ma vie était assez chamboulée et j'y perdais du goût dans tout ce que je faisais. Donc j'avais vraiment eu cette envie, ce sentiment de tout balancer. Et c'est là où Tremblay est venu me proposer un nouveau challenge avec plus de responsabilités que j'en avais à Nantes, parce que j'étais cantonné finalement en bout de banc. Et devant ce projet-là, ce défi-là, Tremblay venait de descendre en Pro League, ou en tout cas était au moment où j'ai signé, était on va dire, en danger et allait certainement descendre, de remettre Tremblay un peu à sa place et d'avoir un rôle important. Donc j'ai embrassé ce challenge avec motivation. L'anecdote, c'est qu'à partir du moment où j'ai annoncé ce départ-là, je plus jouer. Et j'étais très bien, j'étais très bon. Ça m'a fait sourire et ça m'a donné un peu d'élan pour aller vivre à Tremblay 3 années où on a bataillé un peu au début pour construire un projet plus stable, pour remonter en D1. On allait chercher l'accession avec un titre de Pro League il y a 2 ans. Et l'année dernière, pour finaliser un peu la mission jusqu'au bout, d'aller chercher ce maintien-là, pas juste monter et redescendre comme certaines équipes le font. Et je crois qu'on voit encore aujourd'hui que Tremblay est bien installé en D1, une équipe compétitive qui joue à minima le milieu de tableau. Donc j'ai pu aussi, à 41 ans, je suis plus tout jeune, prendre cette retraite avec ce sentiment du devoir accompli là aussi à Tremblay, d'être allé au bout de ma mission. Et aujourd'hui, de me construire une nouvelle vie autour de ma famille, autour d'autres projets pour embrasser, comme on dit, une nouvelle vie et découvrir un petit peu plus qui est Cyril et qui est le handballeur du Moulin. Oui, comme tu l'as dit, Tremblay évolue et sur la pente positive, on va dire, avec l'arrivée de nouveaux joueurs. Il y a quelques années avec Matteo Fadjuil, un joueur assez talentueux. Que j'ai découvert à Nantes, il était au centre de formation. Qui était au centre de formation aussi. Et souvent, je branche là-dessus parce que la toute première fois où il arrivait à Nantes, quand il était question peut-être de rejoindre le centre de formation de Nantes, on a un ami en commun avec sa mère et on a mangé au resto ensemble. Et je me rappelle du petit Fadjuil, du petit Matteo, tout gamin qui n'avait pas encore ses cheveux et de ça. Et je branche un peu là-dessus. C'est marrant de le voir évoluer, de le voir grandir et de prendre autant de place aujourd'hui à Tremblay. Et je lui souhaite de continuer sur cette voie. Et puis il est jeune, donc j'imagine que ça risque. Pétri de talent. Non, oui, effectivement, je suis d'accord. C'est très intéressant. D'accord avec toi. Moi, je sais qu'on le suit énormément avec les joueurs de mon équipe. Et c'est un joueur, je pense, qui pourra tenir l'équipe de France sur les prochaines années avec sa technique notamment et sa fougue un peu. Ouais, il a une carte à jouer parce qu'il a aussi un style très différent qui sort un peu et c'est bien de s'y ouvrir un peu parce qu'il ne faudrait pas qu'on rentre dans un handball trop fermé, trop stéréotypé. Il y a des joueurs comme Matteo, comme Luc Stein, des joueurs qui ont un petit peu de folie, un peu de fougue. C'est intéressant parce que ça mène à un peu de différence et ça fait du bien. Est-ce que tu as un joueur qui t'a vraiment impressionné, le top joueur qui était vraiment impactant sur un terrain et qui était pour toi dominant? Moi, j'ai eu la chance de jouer aux côtés de grands joueurs, notamment en équipe de France, extrêmement impactants. J'ai joué avec Luc Abalo, Michael Higou, avec Thierry Omeyer, le meilleur de tous les temps. Le GOAT, pour moi, il n'y a aucune discussion sur Nico Karabatic. L'un des très rares joueurs à être aussi bon en défense qu'en attaque, aussi présent, aussi dominant. Après, si on s'arrête sur des questions un peu plus précises, le meilleur tireur que j'ai connu, ça a été Michael Hansen. Mais il ne défendait pas et il faut trouver un équilibre. Mais ça dépend sur quoi on parle. Le meilleur gardien, ça a été Thierry, le mec toujours présent au moment clé, qui va toujours sortir un truc du chapeau, c'est Michael Higou. Tu veux le mec qui était le plus impressionnant techniquement, qui faisait des trucs que personne ne faisait, c'est Luc Abalo. Et après, plus jeune, j'ai eu aussi la chance de jouer face à des talents de Djebayev, à des Cornel Nagy, à Svensson, l'arrière droit islandais, Stefansson, pardon, même Svensson, le gardien suédois. Voilà. J'ai eu la chance dans ma carrière de jouer énormément de joueurs de qualité et de jouer avec aussi. J'ai joué avec Jason Richardson, avec Stéphane Stocklin, avec Daniel Narcisse. C'est quand même des joueurs assez exceptionnels. Voilà, il y a un bon palmarès et je suis très fier de les avoir côtoyés. Et encore plus, parce qu'il y en a pas mal avec qui j'ai aussi joué contre le père et le fils. Ok. Donc ça a un peu une fierté dans le sens où ça me montre une certaine longévité qui n'est pas toujours évidente, mais je me souviens m'entraîner avec Jack et de voir un
un petit gamin de 13 ans qui courait sur le côté plus vite que nous, qui nous mettait la misère, un petit Melvin. Ouais, puis Petit de jouer Melvin après, Richardson, et puis quelques voilà, années de le après. retrouver avec Montpellier, avec Barcelone après. Voilà, il y a plein d'histoires comme ça, assez sympa. Ouais. Et puis j'imagine que enfin, ça doit être des événements incroyables pour toi de vivre ça. Ouais, et ce que j'aime, c'est là, ouais, c'est ce que tu partages en fait. C'est là où je trouve que ça donne du sens au sport collectif. Je n'ai absolument rien contre les sports individuels, mais ce qui est certain, c'est que je ne me serais pas autant régalé, moi personnellement, dans un sport individuel, parce que cette aventure-là m'a permis de rencontrer énormément de monde. Alors, c'est pas forcément des gens que je vais voir tous les jours ou avoir au téléphone tous les jours, que ce soit, mais c'est une quantité impressionnante de personnes que je peux recroiser à tout moment et avec qui je pourrais facilement aller boire un coup, manger un truc et passer un bon moment. Et ça, c'est une vraie richesse. Et ça m'a permis, moi aussi, de m'ouvrir plus et de me découvrir plus à travers tout ça, toutes ces rencontres et tous ces voyages que j'ai fait grâce au handball. Puis maintenant, on va passer plutôt sur l'extra handball. Tu as créé l'Académie du Moulin avec des stages en 2013. Oui. Est-ce que tu peux nous raconter pourquoi tu l'avais fait à ce moment-là et comment ça a évolué sur ces du coup 12 années? Bah, c'est quelque chose qu'on m'a proposé à l'origine, c'est pas forcément une idée qui m'est venue. Euh, je suis assez touche à tout, et je me suis dit ben, pourquoi pas, on va tester, on va faire un premier stage, on va voir comment ça fonctionne. Et par contre, dès le premier stage, j'ai découvert quelque chose que j'adorais. Et rapidement, vu que je suis un peu une tête de caboche, j'ai imposé d'être impliqué sur l'intégralité de l'organisation. Je voulais pas que ça devienne un stage où je mettais mon nom, je venais 1 ou 2 heures par-ci, par-là, prendre 3 photos et voilà. Et depuis le début, je m'investis énormément. Je gère absolument tout avec mon équipe sur l'organisation, parce que je veux un stage qui me ressemble, qui me corresponde. Et je vois évoluer au fur et à mesure. Et là, je me prends un plaisir immense, mais vraiment bien au-delà de ce que je pouvais imaginer au début, de voir ces stagiaires, je dis ça affectueusement, ces gamins grandir, pas seulement sur le terrain, parce qu'il y a forcément une évolution dans notre travail avec eux durant la semaine et durant les différents stages quand ils reviennent. C'est pas seulement de les voir évoluer au niveau handball, même si c'est pourquoi on est là, c'est de voir l'impact que ça a sur les enfants qui sont, et les hommes, les femmes qui deviennent petit à petit, et de les voir grandir, évoluer comme ça, parce que des fois, simplement en leur apprenant à maîtriser des choses, ils prennent confiance en eux, ils se révèlent. Et même si on a pas mal de messages de coach de retour qui nous félicitent de la progression de l'enfant, et ça nous touche, je suis encore plus touché quand c'est les parents qui nous écrivent en disant bah, mon gamin a vraiment grandi, a mûri dans cette aventure-là. Et ça, c'est une vraie fierté pour moi, et c'est quelque chose où je sens avoir un rôle et de compter un peu. Et encore plus maintenant, je pense que c'est des choses qui vont nourrir mon bonheur et mon bien-être. Ça marche. En parlant, du coup, j'imagine que tu as énormément de souvenirs, puisque du coup, ça fait 12 ans que ça existe. Est-ce que tu as un souvenir avec un stagiaire ou avec un animateur qui t'a vraiment marqué et qui aujourd'hui est au-dessus de tout? Que ce soit drôle ou... Un seul, c'est difficile. Je me souviendrai souvent, on a eu des galères. On a forcément eu en 12 ans de stage, quand à chaque fois tu as entre 35 et 45 enfants, puis tu as des jeunes de 9, 10 ans, tu as des plus âgés de 16, 17. Alors il y a plein de souvenirs marrants, forcément, à un moment donné, tu vas choper un ou deux stagiaires qui essayent d'aller dans la chambre des filles en internat, et puis du coup, bah, tu leur fais faire 2-3 pompes, 2-3 footings au milieu de la nuit sur le parking. Donc ça, c'est plus marrant qu'autre chose, parce que ça n'a jamais débordé. Mais ce que j'ai souvent apprécié, il y a forcément ceux qu'on voit très souvent, qu'on voit grandir, mais c'est ceux avec qui on a eu des vraies galères. Je pense par exemple récemment, il y a le petit Thibaut Gervais, où j'en ai eu d'autres qui ont eu une fracture au poignet, ou un accident tout bête qui traverse la vitre avec sa main, qui est tout ouvert en pleine nuit, à minuit, la grosse galère pompier, etc. Tu prends soin de l'enfant, tu rassures les parents, etc. Et tu vois cet enfant revenir au stage suivant, et tous ces enfants qui te donnent aussi des nouvelles entre les stages, voir que, par exemple, si on reprend cet été, on ouvre les inscriptions et tu vois 15 inscriptions tomber en 2 jours. Tu fais, waouh, qu'est-ce qui se passe? Tu regardes les noms et tout ça, et tu revois tous les anciens stagiaires qui, en fait, en dehors du stage, restent en contact, se donnent rendez-vous au stage suivant pour repasser des moments, etc. Donc voilà, c'est tous ces moments-là où je me dis, on sert à quelque chose, on apporte quelque chose à ces enfants-là, et les retrouver, et les voir encore une fois grandir, c'est un vrai bonheur. Oui, parce que du coup, j'ai pu aller
à l'entraînement tout à l'heure, sur le dernier entraînement de la journée, et j'ai vu la proximité que tu avais avec ces joueurs. Je pense que c'est vraiment un plus d'une d'avoir un ancien joueur professionnel avec eux et d'avoir aussi des bons conseils parce que bah, dans le monde professionnel, il y a toujours de bons conseils, même si c'est tu étais gardien et que c'est pour des joueurs, tu as forcément eu tous les échos des J'en ai entraîneurs fait sur les quelques-uns autres joueurs. des entraînements, j'avais côtoyé quelques coachs. Mais je trouve ça hyper important en fait. S'ils viennent juste pour me voir et prendre une photo ou pas, alors, il y a des moments où on va échanger. Ce matin, on a passé un moment pour ceux qui n'étaient pas en activité où ils pouvaient me poser toutes les questions justement sur le monde professionnel, sur la vie, tout ça. Mais à un moment donné, il y a ce plaisir d'être avec eux et de vivre le stage avec eux. Quand je suis dans la salle, je ne suis pas sur le côté du terrain. Je suis même des fois un peu trop, même pour les coachs, au milieu, mais je vis avec eux. Et je ne dis pas que tous les conseils que je vais leur donner sont la vérité. En tout cas, c'est mon sentiment et ma vérité du handball. C'est le handball que je veux, mais je veux cette proximité-là parce que c'est aussi ce que moi je recherche. C'est pas un projet pour devenir millionnaire et ça, sinon j'aurais arrêté depuis longtemps parce que j'étais millionnaire et que justement je peux aller vivre sur une île. C'est un projet vraiment que je vis, que j'ai envie de vivre. Et c'est aussi ce qu'on m'a appris sur le terrain depuis que je suis tout petit, c'est de le faire à fond. Ce que je fais à fond ou je ne le fais pas. Et que ça plaise ou que ça ne plaise pas derrière, mais au moins c'est moi et c'est comme ça que je vis. Et quand on voit le pourcentage de retour à chaque stage d'enfants qui reviennent, je pense que c'est quelque chose qui plaît aux enfants. Oui, et puis c'est du coup des stages qui sont ouverts à tout poste, on va dire. C'est pas que des gardiens. Quand j'ai pu arriver tout à l'heure, il y avait un spécifique gardien par contre. Et de l'autre côté, il y avait du jeu. Et je pense que c'est ça relativement souvent. Donc c'est ce qui fait forcément la force de ce stage. L'idée, c'était pas de faire un stage de hand pour faire un stage de hand. C'est là où on se distingue d'une bonne partie des stages entre guillemets concurrents. Notre devise elle est claire, c'est progresser en s'amusant. Donc on est là pour s'éclater, on est là pour s'amuser. Et on va le faire en progressant. C'est évidemment pas ouvert qu'aux gardiens. On a tendance à avoir pas mal de gardiens. Là, par exemple, sur les 35 enfants qu'on a cette semaine, on a 10 gardiens, donc on a quand même une vraie proportion. Mais à tous les postes, moi je monte une équipe avec des spécialistes de chaque poste et il va y avoir du travail individualisé sur chaque poste. En fait, l'idée c'est de donner des clés de progression à chaque joueur, des conseils, des orientations de jeu et de travail. Et on va travailler sur des situations individualisées en spécifique. Derrière, on va l'appliquer sur des situations réduites. Et derrière, on va aller l'appliquer sur des oppositions, etc. Et c'est de faire cette progression-là pour qu'ils intègrent ça et qu'ils repartent aussi à la fin du stage avec leur petit carnet où ils ont leurs commentaires, les notes, etc. de la semaine pour qu'ils continuent à progresser. Et ce qui est génial, c'est quand on a des enfants, en effet, qui reviennent, pas forcément à tous les stages, on en est bien conscient, mais si on arrive à en avoir qui viennent une fois par an, on continue à les accompagner sur cette progression, pas seulement sur la semaine, mais aussi entre les stages tout au long de l'année. Et si tu avais un petit message à donner aux jeunes licenciés de hand qui vont regarder cette vidéo ou aux jeunes licenciés de tes stages, qu'est-ce que tu pourrais leur dire avec l'expérience que tu as déjà eue auparavant? Alors, il y a plusieurs choses qui me semblent importantes. La première, qui est même essentielle, c'est de s'éclater, c'est de s'amuser. Ça reste un jeu. Le handball reste un jeu, même quand tu es professionnel, même quand tu es au plus haut niveau. Le handball est un sport, le handball est un jeu avec une opposition, avec des joueurs. C'est pour ça qu'on le dit. Et ça, il faut vraiment le garder en tête parce que quand ça devient une contrainte, vaut mieux arrêter, vaut mieux chercher autre chose. La deuxième chose, il n'y a que le travail qui paye. Mais dans ma carrière, je peux le garantir que tous les plus grands joueurs que j'ai connus, que j'ai pu citer tout à l'heure, sont tous des gros travailleurs. Il n'y a pas de recette miracle, si ce n'est celle du travail. Et une des choses qui là dépasse même le sport, et qui pour moi est peut-être l'une des plus importantes, c'est d'oser, et c'est de ne pas avoir peur de l'échec. En fait, si tu ne fais pas quelque chose parce que tu as peur d'échouer, ça c'est J.K. Rowling qui le disait, c'est super vrai, si tu n'essayes pas quelque chose de peur d'échouer, tu es déjà dans l'échec. Donc quoi qu'il arrive, tu n'as rien à perdre à échouer. Au contraire, c'est bien souvent le meilleur professeur, la meilleure manière d'apprendre, la meilleure manière d'évoluer. Et je pense que tu es très bien placé pour le savoir. Peut-être que tu avais des appréhensions avant de te lancer dans tout ça. Peut-être peur d'être ridicule, je ne sais pas, ou que les gens te disent mais qu'est-ce qu'il fait, pourquoi il se prend. En fait non, il faut y aller, il faut foncer. Et c'est là où on a souvent les plus belles surprises. C'est quand on ose faire des choses et qu'on accepte juste que ça puisse échouer. C'est pas pour autant que c'est mauvais, c'est pas pour autant qu'on abandonne et qu'on lâche l'affaire, mais au moins déjà on a une réponse.
Ça marche. Et du coup, avec ton expérience de gardien, est-ce que tu auras aussi un conseil pour toutes les personnes qui sont gardiens et gardiennes, mentalement, parce que c'est un sport énormément mental, surtout pour vous, puisque c'est un sport collectif, on va dire, de base, mais vous, vous êtes un peu dans un monde à part, entre guillemets. Et est-ce que tu pourrais leur donner un conseil pour que mentalement, ce soit quelque chose d'exceptionnel pour eux? Et va déjà y avoir un lien avec ce que je viens de dire, parce qu'en fait, l'une des particularités du poste de gardien, c'est qu'un bon match, c'est 30-33%, et on va dire 33% pour simplifier les choses, d'arrêt, ce qui veut dire que tu fais un arrêt pour 2 buts. Donc tu as 2 fois plus de situations d'échec que de situations de réussite. Et l'une des difficultés de ce poste-là, c'est justement de gérer l'échec. Et donc déjà, il faut l'accepter. Contrairement à beaucoup de gens, je n'ai pas peur de dire qu'il faut accepter l'échec. Ça ne veut pas dire qu'il faut le provoquer. Mais voilà, quand il y a un échec, il y a un échec. Après, on l'analyse et on fait en sorte qu'il ne se répète pas ou le moins souvent possible. Et après, le conseil, c'est vraiment cette mentalité qu'on entend de plus en plus, par exemple, dans le basket, qu'aujourd'hui on a baptisé Next Game. C'est qu'en effet, voilà, ce qui s'est passé appartient au passé et il faut se projeter sur la suite. Et qu'en effet, mentalement, ce qui est souvent difficile, c'est que tu te ressasses les actions précédentes, ce qui s'est passé, etc. Tu restes là-dedans et que tu restes dans cette spirale un petit peu négative et que non, c'est bon, c'est fait, bah ouais, t'as pris le but, oui, peut-être que t'as fait une erreur, une connerie de ça, mais bon, tu la changeras pas. Par contre, la seule chose sur laquelle tu as une influence, c'est le prochain tir, c'est la prochaine action. Et c'est sur celle-là où tu dois porter pleinement ta concentration. Et ça te permet d'être plus solide mentalement. C'est des choses que j'ai mis des années à comprendre et qui m'a vraiment aidé, notamment à Nantes, quand j'ai réussi à l'assimiler pour continuer d'avancer, même quand tu as connu une situation d'échec. Ça marche. Et ben, merci beaucoup, Cyril, pour le temps que tu as J'ai un pris. dernier conseil. Un dernier conseil? Ouais. Vas-y. Pour progresser. Venir au stage. On va venir au stage. Eh ben, je vous mettrai les liens en description si vous voulez. En tout cas, un énorme merci, Cyril, Avec d'avoir pris plaisir. du temps et pour aussi tout ce que tu fais parce qu'il y a le handball que tu as passé où tu as eu un beau palmarès. Donc félicitations pour ce palmarès. Merci. Et aussi l'extra handball où du coup tu as créé ton académie. Tu as également une marque, My Handball Boutique. Alors, c'est plus qu'une marque, c'est un projet de développement et d'accompagnement des clubs de handball amateurs. Parce que voilà, je juge que le monde amateur, si on veut un handball plus fort et plus puissant, il faut pour moi une structure plus importante à la base. Aujourd'hui, il y a peu on va dire, de structures ou d'organismes qui aident vraiment les clubs de handball amateurs, sauf que c'est là où tous les handballeurs vivent, ils vivent toutes ces émotions-là. Donc l'idée, c'est de créer un acteur qui va les accompagner, qui va les aider à se développer pour qu'on ait un handball encore plus puissant, encore plus présent, et où il y aura encore plus de jeunes qui pourront s'y éclater. Et au-delà de ça, du coup, tu as aussi fait une chose de très positive, je trouve, et qui est à mettre en avant, c'est lors du Covid, tu as fait une vente aux enchères solidaire Exact. pour amener au personnel hospitalier. Est-ce que tu peux nous raconter un tout petit peu ce qui s'est passé? Parce que tu as récolté, il me semble, un peu plus de 300 000 euros, c'est ça? Ouais, c'est ça, c'est complètement dingue. C'est une aventure pas du tout calculée ou quoi que ce soit, hein, simplement pendant le Covid. Je crois comme beaucoup de monde, je me suis dit, je me faisais un petit peu chier, hein, j'étais chez moi, comme tout le monde, ça. Comme tout le monde, je pense que je me suis mis un jour à trier mon garage, à faire un peu du tri une journée, et j'avais déjà réalisé des ventes, ce que j'appelais des ventes solidaires, où je récupérais les fringues qu'on utilise aux entraînements et ce qu'on appelle les dotations qu'on a en club. Je me suis dit que c'est des choses qui pouvaient intéresser des supporters, etc. Donc l'idée, c'était de les proposer à la vente à des prix tout à fait raisonnables et d'utiliser cet argent-là pour aider des associations. Et forcément, quand j'ai trié mon garage, j'en ai retrouvé plein et je me suis dit, autant le faire pour le personnel soignant qui sont en train, eux, de se battre pour nous en première ligne. Et ce que je n'avais absolument pas anticipé, moi j'étais parti pour vendre quelques fringues comme ça, donner un petit billet que j'avais pu récolter. Je me rappelle même quand j'avais fait des vidéos en disant oh, putain, on a atteint 1000 euros, c'est une dinguerie, vous êtes fous et tout. Bah là, tout s'est enflammé. J'ai tout un parquet de journalistes qui aussi se faisaient chez eux et qui ont trouvé l'idée super sympa, qui ont appelé tous les sportifs qu'ils connaissaient, etc. À tel point qu'à la fin, j'ai eu Hugo Lloris qui m'a écrit, j'ai eu plein de joueurs de foot qui m'ont proposé leur tenue, mais un peu tous les sports. J'ai eu des lots incroyables, j'ai eu des saillies de cheval, de course, j'ai eu des souvenirs, j'ai eu la tenue d'Alexis Vastine des JO, qui est celui qui est décédé dans un accident d'hélicoptère, mais voilà, plein d'histoires comme ça, et puis des belles histoires, avec par exemple cette tenue qui a été achetée par Olivier Quin, joueur, et qui ensuite, Aymeric Laporte, pardon. Olivier Quin, c'est une autre histoire, mais et qui pour la conserver auprès de son père,
Voilà, plein d'histoires comme ça. Et au final, ça c'est parti dans un truc un peu fou. On a récolté à peu près 330 000 euros, je crois, pour ceux qui sont battus pour nous protéger. Donc voilà, c'était pas prévu, mais c'était une belle aventure. Et je suis ravi d'avoir participé à ça. Félicitations, parce que c'est une belle initiative de ta part. Et, Merci. C'est franchement très beau de faire ça, surtout pendant le Covid où il y avait énormément d'aide pour le personnel Il hospitalier. fallait les aider, ouais. Et en tout cas, merci beaucoup Cyril. Avec plaisir. Et à la prochaine. Avec grand plaisir. Et venez sur les stages.